Il n'y a pas 50 solutions. Il y a 3 options qui sont envisageables dans le cadre de l'euro. C'est ce qu'on appelle une déflation des salaires, c'est-à-dire une baisse des salaires qui effectivement s'accompagnera d'une baisse des prix, bien évidemment. Donc ça, c'est ce qui a été pratiqué, c'est ces fameux plans d'austérité mis en place déjà, mis en place en Espagne, en Grèce et au Portugal, où les salaires ont été baissés. L'autre solution, c'est une augmentation effectivement du temps de travail, donc pour effectivement pouvoir baisser le coût salarial unitaire. Et la troisième solution, qu'ont pratiqué d'ailleurs les Allemands, ils ont joué sur tout le clavier. La troisième solution, c'est une augmentation du taux de TVA, donc de manière à financer un allègement des charges sociales pour les entreprises. Bon. L'hypothèse d'abandon de la monnaie unique, de la sortie de l'euro, c'est que ça permet à la France de réaliser un ajustement monétaire. Un ajustement monétaire qui est chiffré, effectivement, là-dessus tout le monde est à peu près d'accord, pour dire qu'il devrait être de l'ordre de 20%. D'évaluation de l'euro. Oui, de l'euro enfant. Voilà, exactement. Voilà. Pour qu'on retrouve une compétitivité, c'est 20%. Oui, tout à fait. C'est 20%, mais vous voyez... On laisserait des plumes, là. Alors, on va en parler, parce qu'il faut voir que tout ça, ça s'inscrit dans une dynamique. Parce que si vous dévaluez, si on dévalue de 20%, on retrouve une compétitivité, si vous voulez, tant sur le marché de la zone euro qu'à l'extérieur. Bon. Et il faut savoir, oui, je vous ai dit que la France aujourd'hui a un déficit de, on va dire, de 60 milliards. 1 milliard de déficit, ça représente 10 000 emplois perdus ou créés. Bon. Retrouver une compétitivité industrielle permet tout à fait d'imaginer que la France retrouverait la balance commerciale excédentaire qu'elle avait avant la mise en place de l'euro. Donc très franchement, à la clé, il y a à peu près la création d'1 million d'emplois, et d'1 million d'emplois principalement dans l'industrie. Bon, donc pour dire que les aspects négatifs dont on va parler, ils sont là-dessus, je crois que c'est vraiment l'histoire économique le démontre, très largement contrebalancé, si vous voulez, par la création de richesses qui résultera effectivement d'une dévaluation. La dette de, excusez-moi, oui. La dette de 2100 milliards d'euros à peu près, oui. Elle serait surévaluée de 20%. Non, alors, je vais en parler dans quelques minutes. Je vais répondre à votre question. Ben oui, parce que c'est un point qui est tout à fait important. Non, bien sûr. Mais on va y venir dans 5 minutes. Alors, justement, bon, donc qu'attendre, si vous voulez, de la sortie de l'euro? Je crois qu'il faut bien voir que, aussi, le maintien dans l'euro, qui, je vous ai dit, le maintien dans l'euro, pour que la France retrouve une compétitivité, ça passe par les 3 solutions que j'ai indiquées. Il n'y en a pas d'autres. Si on reste dans l'euro, c'est une baisse des salaires, sauf à ce que les Allemands décident d'augmenter leur salaire de 20%. C'est a priori le chemin qu'ils comptent suivre. Bon, donc il faut voir que si on reste dans l'euro, la France est un pays qui se caractérise par un retard dans la mise en œuvre des mesures d'ajustement. Donc ça risque d'être effectivement d'autant plus saignant. Puisque je vous dis, la solution, c'est ce qu'ils appellent la déflation des salaires, c'est la baisse des salaires, dont on a vu que baisse des salaires qui se traduit, ce qui est normal, c'est mécanique, par une baisse de la consommation, donc une élévation du chômage. Bon. C'est ce qui a été observé, c'est dans tous les pays qui ont mis en place ces mesures d'austérité. Ces mesures d'austérité, on l'a vu, elles sont démontrées, elles ont été contre-productives. Alors, ce que je voudrais aussi bien dire, c'est qu'il faut voir que, en restant dans l'euro,
c'est le scénario d'une perpétuation de la situation actuelle. Et il ne faut pas croire que l'économie va forcément redémarrer par un coup de baguette magique. Au niveau mondial, ça j'en suis convaincu, que des zones retrouveront un dynamisme. D'ailleurs, au niveau mondial, l'économie fonctionne. Je veux dire, elle connaît une croissance qui est entre 3 et 4 points par an. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la zone euro, on est plutôt aux alentours de 0,5 à 1. Quand on fait 1,1, on dit c'est extraordinaire. Voilà. Donc on a un gros différentiel. Mais il ne faut pas non plus penser qu'il y aurait des mécanismes qui feraient que l'économie redémarrerait. Je vais vous prendre l'exemple, qui est un exemple, c'est l'exemple du Japon. Le Japon, depuis 20 ans, je dis bien depuis 20 ans, connaît une panne de croissance. Bon. Il a eu de la chance de rentrer dans cette période avec un niveau de développement très élevé, mais depuis 20 ans. Et très franchement, on ne voit pas aujourd'hui comment le Japon pourrait sortir de cette panne de croissance. Alors, j'en viens justement au point que vous évoquez, quelles sont les conséquences de la sortie de l'euro. Les conséquences, elles sont à deux niveaux, si vous voulez, sur la dette. Hein, c'est pour ça que je dis, vous voyez, on reviendra rapidement sur votre question. Alors, sur la dette, il ne faut pas appliquer, si vous voulez, mécaniquement le taux d'ajustement, de dévaluation, en disant que ça entraînerait un surenchérissement de la totalité de la dette de l'État français. Vous avez sûrement vu que là-dessus, il y a quand même un grand débat. Il y a un grand débat avec le fait, outre le fait qu'une grande partie quand même de la dette de l'État français est souscrite par des épargnants français. L'assurance vie en France est un moyen de collecte d'épargne très important et une grande partie de l'assurance vie est effectivement placée auprès de l'État français. Bon, donc, mais j'en viens sur cette question. On n'a pas des chiffres très très précis pour savoir quelle est la partie de la dette qui a été émise en droit français. Il semblerait, et là je m'en tiens moi à une source quand même qui me paraît plutôt digne de foi, c'est le travail qu'a fait la banque Nomura, si vous voulez, qui est une banque qui est un acteur important dans la gestion de l'épargne, et donc ils se sont préoccupés d'analyser assez finement la dette que supportent les différents acteurs économiques, donc que ce soit l'État, que ce soit les ménages français, les entreprises, les banques et les assurances. Bon. Il y a discussion sur les pourcentages. Eux-mêmes partaient du principe, la banque Nomura, dans un premier temps, ils avaient évalué entre 85 et même 97% la part de la dette française qui est, si vous voulez, souscrite, on va dire, par des résidents, pour simplifier. Bon. Si on retient le premier chiffre qui était de 85%, vous voyez que par rapport à votre chiffre, c'est seulement à ce moment-là 15% de la dette qui est appelée à connaître une augmentation. Bon, et ça, si vous voulez, bien, vu le dynamisme que doit retrouver l'économie française, c'est mécanique, hein, ça, quand même. Hein. Il y a une chose que j'ai du mal à saisir, excusez-moi. Non, mais... C'est, bon, au départ, ce que j'ai compris, hein, je n'ai pas rêvé. On considérerait qu'un franc égale à 1 euro. C'est ça. C'est ça, oui. Après, tout de suite après, ou quelques temps après calcul et tout, on dévaluerait le franc de, oui. Comme vous dites, de l'ordre de 20%. Oui, de 20%, oui. C'est-à-dire que la dette qui est en euros, elle passerait en francs. Et le franc est dévalué de 20% par rapport à l'euro. Oui, mais alors... Oui, mais et nos avoirs sur les assurances vie, ce sont des euros, ce ne sont pas des francs. Donc si on a, mettons, 10 000 euros d'assurance vie, on n'aurait plus que 8 000 francs. Non, oui, mais ça serait vrai, si vous voulez, si on laisse de côté un principe de droit international, hein, qui est le fameux
l'ex-Monetae, donc la loi de la monnaie, si vous voulez, qui privilégie le lieu d'émission de la dette et non la monnaie dans laquelle la dette est libellée. Et c'est pour ça que j'allais dire que la banque Nomura, là, qui a fait ce travail, a un petit peu allumé le pétard, et le débat n'a d'ailleurs pas été très médiatisé, mais les interrogations qui avaient été faites tant auprès de grands spécialistes, j'allais dire, dans des banques internationales, et même d'ailleurs auprès de Bercy, ont plutôt montré que l'interprétation de la banque Nomura était la bonne. C'est-à-dire que pour, si vous voulez, pour la dette française qui a été émise en France, bon, qu'elle ait été émise en euros, j'allais dire, ça ne serait pas le problème. La dette française qui a été émise en France, en droit français, elle sera convertie effectivement et remboursée sur la base d'1 euro, 1 franc. Là-dessus, si vous voulez... Dans l'instant T. Oui, système, ouais. l'instant T. Donc dans la mesure... Et après, le franc va s'évaluer. Oui, mais donc le remboursement sera sur la base... Si on a 10 000 euros, ils vaudront 10 000 francs la première seconde du passage au franc, et puis ils vaudront 8 000 francs une seconde après. Non, mais en interne, pour un Français qui a souscrit, ça ne change rien. Ça change rien. Ça change... Non. Vous retrouvez... non, ça ne change rien. On évalue par rapport à une autre monnaie, quoi qu'il en soit. On est toujours en imposition. Oui, mais c'est si vous avez votre dette qui est... Ça, c'est vrai d'une dette qui aura été effectivement... comment dire